Donc on va passer à notre deuxième intervention, donc un second projet en réemploi qui lui également est expérimental parce que c'était la première fois qu'il avait lieu. C'est un chantier en plus qui a la particularité à la fois d'avoir su intégrer le réemploi et qui a également permis de, vous le verrez, je laisserai les intervenants parler, générer des chantiers en réemploi, donc des choses très prometteuses. Donc c'est une intervention qui sera présentée par deux personnes qui travaillent pour le cabinet Elan, donc un cabinet conseil en immobilier, qui accompagne justement tous les acteurs pour mettre en œuvre des projets innovants et respectueux de l'environnement. Donc merci à Cécilia Darceau et à Maxime Fouret de venir vous installer tranquillement. Donc c'est un cabinet qui a la particularité aussi de travailler en équipe pluridisciplinaire, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec nos deux intervenants, puisque Cécilia Darceau, ce que vous me disiez, c'est que vous êtes plus en charge de toutes les thématiques justement liées à l'économie circulaire, tandis que vous, Maxime Fouret, vous êtes plus autour de la maîtrise d'œuvre. Donc vous allez vraiment donc nous présenter en binôme cette présentation, et je n'en dis pas plus, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous, effectivement j'ai déjà été présentée, donc Cécilia Darceau et mon collègue Maxime Fouret, on travaille tous les deux au sein de l'entreprise Elan. Je vais juste vous présenter rapidement l'entreprise. Alors Elan, c'est une toute petite filiale du très très gros groupe Bouygues Construction. Quand je dis toute petite filiale, on a 150 collaborateurs en France, alors que Bouygues Construction c'est 80 000 personnes, donc voilà, on est tout petit. On rayonne au niveau national, on a 8 agences en France et il y en a une à Strasbourg, on est 12 personnes. Alors ça ne vous aura pas échappé, le monde actuel il est en pleine transition, des transitions majeures, écologiques, économiques, sociales, on a une mutation des usages et du coup l'immobilier doit se révolutionner. L'ambition d'Elan dans tout ça, c'est de mettre son expertise au service de projets immobiliers qui ont un impact positif sur l'environnement, mais aussi sur les usagers des bâtiments et plus globalement sur les humains au sens large. Donc l'idée d'Elan, ça a été de s'entourer de consultants qui s'appuient sur un socle technique. Et c'est sa force, c'est notre force, du coup on va vous montrer ça au travers du projet qu'on a mené sur l'ULIS de Strasbourg. L'idée c'est vraiment d'accompagner nos clients sur toutes les phases des projets immobiliers à travers des expertises qui sont très nombreuses. Vous pouvez voir toutes les expertises qu'on développe. Donc on a de l'énergie, on a de la démarche environnementale, des certifications, on essaie de déployer le biomimétisme. Et entre autres, on a l'économie circulaire qui est le sujet du coup qui nous réunit aujourd'hui. Alors du coup le projet qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est un projet à Strasbourg. Je ne sais pas si vous voyez l'hôtel Ibis des Halles à Strasbourg. Donc le maître d'ouvrage Accor Invest s'est lancé dans un projet de rénovation des chambres de l'hôtel. Donc ça représente 90 chambres, plus les services généraux, pour un montant de travaux de 1,4 million d'euros. Alors c'est un chantier qui se déroule en deux phases. La première tranche qui correspondait à la moitié des chambres à peu près s'est déroulée sur l'été et jusqu'au mois de septembre-octobre et a été livrée là récemment, avant le marché de Noël évidemment. Et la deuxième phase consistera en la rénovation du reste des chambres et des services généraux. Donc les services généraux sont les salles petit déjeuner, l'accueil, tout ça. Donc ça sera sur le début de l'année 2020. Alors, du coup, avant de se lancer plus en détail sur le projet, je vais juste faire quelques petits rappels sur le pourquoi de ce projet-là. Le constat actuel, il a déjà été fait en introduction, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans un modèle d'économie qui est un modèle linéaire. On va extraire des matières premières, on va produire des biens, les consommer et ensuite les jeter. Donc on a en fait une matière première qui devient un déchet à la fin de la chaîne. Le problème, c'est qu'on n'a pas des ressources qui sont inépuisables.
Donc, ce qui en découle, c'est qu'on va avoir une fluctuation des prix sur le marché. Et en plus, si on ajoute à ça le fait qu'on a une démographie qui est croissante, et que forcément on a une consommation qui en découle qui est aussi croissante, on a vraiment une faille dans ce modèle économique actuel. Et évidemment, là je parle que de l'économie, mais j'oublie pas du tout l'impact environnemental qui est complètement catastrophique. Donc voilà, il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc on a vraiment une nécessité de passer sur un nouveau modèle économique qui limiterait les consommations, évite le gaspillage et qui introduit au maximum des matières recyclées dans les cycles de production. Donc l'idée c'est vraiment de passer de ce modèle économique qui est linéaire, qui est énergivore et générateur de déchets, à un modèle circulaire qui permet une meilleure gestion des ressources. Donc l'économie circulaire propose une transformation qui est assez profonde de notre système actuel. C'est vraiment pas du tout la manière qu'on a de réfléchir aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, pour le coup vraiment au cœur de l'actualité, puisque le projet de loi sur l'économie circulaire, il est en ce moment même débattu à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, ça se joue cette semaine. Donc voilà, j'espère qu'il va en sortir des choses intéressantes. Alors, si j'en reviens à mon projet, du coup, l'idée de cet hôtel, donc on travaille avec Accor Invest. Accor Invest, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tous les hôtels Ibis, Novotel, Sofitel, les F1. On parle d'un patrimoine immobilier qui est énorme. Et les hôtels, pour attirer leur clientèle, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur décoration au bout du jour très souvent, disons tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent tout et ils recommencent. Donc on est sur un secteur qui, à notre avis, nous paraît primordial à traiter en économie circulaire, puisque c'est très 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 générateur de déchets. Alors pour la petite anecdote, on a l'habitude de travailler avec Accor Invest pour les accompagner sur leurs travaux, donc en maîtrise d'œuvre. Donc mon collègue qui est ici, Maxime, avait travaillé sur la rénovation du Novotel il y a ça 2 ans. Et je me souviendrai toujours, il est rentré un soir, mais dépité, en me disant on a jeté 70 canapés à la poubelle. Ok, 70 canapés qui avaient moins de 10 ans. Et cette phrase-là, elle était restée ancrée en moi. Et quand on a parlé de ce projet de rénovation des chambres de l'Ibis, sur lequel on avait été missionné par Accor initialement pour de la maîtrise d'œuvre, ben on s'est dit peut-être qu'il faut aller plus loin que juste de la maîtrise d'œuvre. Et on a décidé en fait de proposer une mission de déconstruction sélective à notre client. Donc on est allé les voir en leur disant, bah voilà, plutôt que de tout arracher et tout mettre à la poubelle, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question, potentiellement réutiliser un petit peu ce qu'on va démonter. Alors on avait un argument qui jouait en notre faveur, qui était que l'ADEME et la région Grand Est avaient lancé un appel à projet sur la réduction et la valorisation des déchets du BTP. Donc on pensait qu'on pouvait répondre à cet appel à projet et du coup obtenir des subventions. Et puis après, il faut savoir que chez Accor, il y a aussi un pôle développement durable et la responsable développement durable a été super intéressée par notre proposition parce que ça faisait un moment qu'elle cherchait un projet pilote pour justement se lancer dans une démarche économie circulaire sur des travaux. Parce qu'ils ont déjà lancé ça, mais en exploitation. Par exemple, sur leur petit déjeuner, il y a certains hôtels où ils réfléchissent à se servir chez des producteurs locaux, faire du compost et tout ça. Mais sur des travaux, c'était la première fois, donc on avait quand même du répondant en face. Alors on a eu une contrainte, parce que du coup ce projet a bien été lancé, accepté par Accor Invest. On avait une contrainte, c'était de dire, ok, on se lance là-dedans, mais il ne faut pas que ça nous coûte plus cher que si on évacue les déchets classiquement par des bennes et par un prestataire déchets. Donc voilà comment tout a commencé. Donc, pour ce qui est de la phase conception, on a proposé à Accor une méthodologie en 3 étapes. La première étape, c'était en fait ce qu'on a appelé nous inventaire et potentiel. Ça consiste en fait à mener 2 missions en parallèle. La première mission, c'est la caractérisation du gisement. En gros, c'est on va sur site et on regarde tout ce qu'on va enlever
et on évalue le potentiel, l'état, qu'est-ce que je vais enlever, est-ce que potentiellement ça peut être réutilisé ou pas du tout, voilà. Donc l'idée c'est de se rendre sur site. Un des gros avantages, je vous parlais d'avoir un socle technique avec des consultants, c'est que en alliant la mission de maîtrise d'œuvre conception et la mission économie circulaire, on a travaillé tous les deux ensemble, mon collègue et moi, et avec l'appui de quelqu'un qui a la réalité du chantier beaucoup plus que moi, qui a plus de connaissances sur les moyens de dépose, sur comment ça se passe en travaux, ça a facilité le travail de caractérisation de ce gisement. Et puis donc en parallèle de ça, on a cherché des filières potentielles, en gros des repreneurs, des gens qui potentiellement pourraient réemployer nos matériaux. Donc on a cherché des filières potentielles par ordre, c'est-à-dire que d'abord on s'est posé la question du réemploi sur site, parce que à notre sens c'est écologiquement le plus intéressant. Ensuite, la deuxième chose qu'on a regardé, c'est tout ce qui est réemploi ex situ, donc ailleurs, par des acteurs locaux principalement. Et après, si c'était plus loin, c'était de se poser la question, est-ce que le bilan carbone en vaut la peine si c'est pour l'envoyer à l'autre bout de la France, quand même se poser la question, est-ce que ça a un intérêt écologique ou pas. Ensuite, on voulait regarder tout ce qui était recyclage, valorisation énergétique, et en dernier lieu, ça c'était ce qu'on voulait absolument éviter, c'est l'enfouissement, évidemment. Donc, à l'issue de cet inventaire et de cette recherche de filière, on a fait un document qui donc, était un diagnostic ressources, qu'on a appelé un diagnostic ressources, où en fait on a fait une fiche descriptive par matériau, en disant, bah voilà, j'ai ce matériau-là, j'ai une photo, donc vous en avez un exemple ici. J'ai une photo, je décris le matériau, je décris les quantités que j'en ai, l'état du matériau, est-ce que voilà, il se prête à un potentiel réemploi. Et puis il y avait des potentiels repreneurs. Alors, on a quand même une limite dans tout ça, qui est un peu la recherche des filières potentielles. Ça a un peu été évoqué, c'est qu'on n'a pas forcément connaissance des besoins, des ressources des gens qui sont autour de nous. Donc c'est un peu compliqué de savoir au final à qui s'adresser, où chercher, qui pourrait être intéressé par notre gisement. C'est assez compliqué. C'est toujours un peu une question de rencontre, fortuite ou non, mais voilà. Donc en l'occurrence, nous on a eu la chance de trouver une association, qui est une association locale, qui fait de la réinsertion sociale, une association qui s'appelle Entraide le Relais, qui a été très très intéressée par notre projet et qui s'est engagée, mon collègue va vous en parler plus en détail tout au long de l'exploitation, et qui a repris une grande partie de nos matériaux pour un futur réemploi. Et du coup, si j'en reviens à ma méthodologie en trois étapes, la troisième étape en phase conception en tout cas, ça a été l'intégration aux pièces écrites. Alors, là, on a été confronté à des problèmes de timing, c'est-à-dire qu'on a été missionné assez tard pour la partie économie circulaire. Ce qui fait que les pièces écrites étaient quasiment terminées, donc tout ce qui était CCTP, c'était quasiment terminé, et on n'avait pas fini le diagnostic ressources, mais il fallait lancer en consultation. Souvent, les hôteliers ils ont des gros problèmes des délais. À Strasbourg, qui plus est, il faut absolument avoir fini les travaux avant le marché de Noël, enfin, c'est très contraint. Donc nous on a pris le parti d'intégrer aux pièces écrites un paragraphe unique qui était le même dans toutes les pièces, qui était de dire, ben voilà, on s'est lancé dans une opération de déconstruction sélective, on va vous fournir un diagnostic ressources et il faudra faire en fonction des conclusions de ce diagnostic ressources. Et du coup on a demandé aux entreprises de tout chiffrer en dépose soignée. Parce qu'on s'est dit, on prend le cas le plus défavorable. Si jamais on arrive à tout réemployer, ben, il faut tout déposer de manière soignée. Ça coûte plus cher, mais bon, au moins on était dans le cas le plus défavorable. Donc voilà, ça c'est un peu une des premières conclusions, c'est de se dire que finalement le timing sur cette opération, c'était pas forcément idéal. Mais bon, à un moment donné, il faut se retrousser les manches et essayer de faire les choses. Donc on s'est lancé. Et je vais laisser du coup mon collègue vous décrire la partie vraiment opérationnelle du projet sur la partie travaux.
merci Cécilia. Fort de cette introduction et de la présentation des différentes thématiques là, de notre mission, je vais vous parler un peu de la partie exécution du projet, c'est-à-dire la phase travaux. Comme Cécilia l'a dit tout à l'heure, le point fort de Élan sur cette mission, ça a été que les intervenants, enfin la personne qui s'occupait physiquement de la maîtrise d'œuvre classique et du conseil en économie circulaire, donc était dans la même équipe, donc, ce qui nous a permis d'échanger, d'être réactifs sur le quotidien de chantier, comment on pouvait réutiliser les matériaux, comment on les démontait, etc. Et donc c'est cette articulation conseil-chantier qui a permis de mener à bien cette mission. Alors je vous propose de détailler deux aspects de notre mission, c'est-à-dire le premier, le cas du réemploi in situ, donc sur le chantier. Donc c'est tout ce qui va concerner les travaux faits par l'entreprise générale, donc on est en entreprise générale. Donc pour mener à bien cette mission, il a fallu prendre en compte un démontage soigné des éléments. Donc ça implique une formation du personnel, au moins une sensibilisation. Donc comme Cécilia vous l'a dit, nous avions demandé aux entreprises de chiffrer une dépose soignée et non pas une démolition classique. Donc il faut que sur toute la chaîne on va dire de conduite de travaux chez l'entreprise, ça soit bien intégré. D'où l'intérêt d'intégrer ces aspects-là dès la conception des projets. Une deuxième contrainte, c'était tout ce qui est zone de stockage, puisque donc, nous sommes sur un site, un chantier de rénovation en site occupé et en exploitation. C'est-à-dire que les espaces sont assez réduits et tout l'hôtel est en fonctionnement, donc on ne peut pas non plus déborder sur la zone de chantier. Donc on a d'un commun accord avec la direction de l'hôtel qui était aussi assez moteur sur ces thématiques-là, on a pu réserver un local à chaque fois en bout de couloir pour stocker tous les matériaux qu'on allait réemployer sur site. Cette zone nous a servi également de zone d'atelier de rénovation et de nettoyage des matériaux. Et donc je vais vous présenter quelques exemples de matériaux qu'on a réutilisés sur cette opération. Donc tout d'abord, tout ce qui est porte de distribution de salles de bain, de chambres, c'était pas forcément prévu dans le concept au départ de les garder. Donc nous on a été force de proposition de trouver cette économie-là pour le client, et puis c'est un peu du bon sens aussi, puisqu'au final une rénovation des portes, une remise en peinture, un réglage a permis donc de les remettre en place dans leur destination de base. Ce qui nous a permis aussi de voir que en cours de chantier on a pu comment dire, décliner tous les aspects du réemploi sur site. Un deuxième élément qui n'était pas prévu d'être dans le concept de la nouvelle chambre, qui n'avait pas prévu d'être on va dire conservé, c'était le plafond des salles de bain, donc qui sont des lames de faux plafond démontables PVC, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc après différents tests validés par le client, on a pu pour l'instant les 4 x 14 chambres de la première phase, on a pu conserver l'intégralité des plafonds, donc c'est-à-dire que ça fait des économies pour le maître d'ouvrage, et puis ça fait des économies de déchets puisque tout ça aurait fini à la benne. Et enfin, comme on ne peut pas gagner à tous les coups, on avait fait un test pour les grilles de soufflage, donc de chaud et de froid des chambres. Donc on a fait des tests et puis visuellement ça ne s'intégrait pas avec le nouveau concept de la chambre, donc malheureusement on n'a pas pu les réutiliser. Donc là vous voyez des images de la chambre refaite avec la porte qui s'intègre bien, c'est une porte mise en peinture, tout ce qui est plus classique.
Et puis la même chose pour le faux plafond qui, au final, ne dénote pas par rapport à la salle de bain finie. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un aspect on va dire, qui nous a occupé beaucoup plus, qui est le cas du réemploi ex situ, donc c'est-à-dire sur d'autres sites. Et là, nous avons fait appel, comme Cécilia l'a dit, à une association, notamment une association qui s'appelle Entraide, dont je vais vous parler après, mais également à des associations étudiantes ou même des particuliers pour, par exemple, le LELI. Cet aspect de réemploi ex situ, on a également été sur des thématiques de démontage soigné. Donc là, moins de problèmes de sensibilisation, puisque les bénévoles qui venaient sur place étaient déjà sensibilisés au fait qu'ils allaient réemployer ces matériaux-là. Par contre, on a eu plus, on va dire, de recadrage d'organisation sur le chantier, puisque, bon, pour la petite anecdote, ils étaient très motivés. Ils sont venus le premier jour du chantier à une vingtaine de personnes, donc une vingtaine de personnes dans un étage de 14 chambres d'hôtel, c'était un petit peu compliqué à gérer. Ils n'étaient pas tellement bien outillés et ils n'avaient pas d'équipement de protection, etc. Donc il a fallu un peu improviser et recadrer les choses. Mais dès le deuxième jour, on a une nouvelle organisation qui s'est mise en place et qui a permis que des gens dans les bénévoles plus, on va dire, plus expérimentés encadrent les plus jeunes et puis créent on va dire des automatismes et des façons de fonctionner qui ont fait que ça s'est très bien passé. Ensuite, donc, le deuxième aspect important, c'était le conditionnement et le transport, puisque donc, ces matériaux-là n'étaient pas réutilisés sur site, mais sur d'autres opérations qui n'étaient pas encore prêtes. Donc il a fallu que l'association, tout ce qui est lame de parquet, démonte, fasse des paquets prêts à l'emploi, par exemple, et puis ensuite le transporter jusqu'à leur lieu de stockage. Et là encore une fois, grâce à Entraide, qui avait un lieu de stockage assez conséquent pour stocker tous les matériaux récupérés. Donc on a pu leur donner une grande partie de ce qui a été déposé sur ce chantier. Voilà. Donc vous voyez quelques photos durant le chantier. Donc, de gauche à droite, on voit voilà, la première image, donc, comment ils conditionnaient sur les étages, donc par item, par élément, avant de les descendre dans leur camionnette, les paquets de lames de parquet et puis le chargement des camionnettes, puisque c'est un hôtel en centre-ville. Il y avait des difficultés d'accéder par des gros camions, donc il fallait faire des rotations de petites camionnettes voilà, au fur et à mesure de la phase de dépose. Voilà, un petit focus sur l'association Entraide qui a été un peu centrale dans cette partie-là. C'est une association locale qui fait de l'accueil aux personnes un peu défavorisées ou en marge, de la prévention auprès des jeunes, notamment tout ce qui est conduite à risque, et de l'insertion professionnelle. Et donc tous les matériaux qui ont été récupérés sur notre opération sont stockés actuellement dans leur local à Brumat et servira donc de matériaux de construction pour deux projets. Donc, un projet à Mindelsheim, donc une résidence intergénérationnelle qui est un bâtiment neuf. La coque et le clos couvert est construit par un bailleur et cédé à cette association. Et ensuite, l'association s'occupera de faire les différents corps d'état de travaux pour aménager cette résidence. Et enfin, une résidence à Brumat qui est un ancien hôtel en cours de réhabilitation. Donc ça, ces matériaux seront réutilisés à partir du mois d'avril-mai. Donc en conclusion, on peut faire un premier bilan, là, on est à la fin de la phase 1, on peut faire un premier bilan financier. Donc comme l'a dit Cécilia, l'objectif pour le client c'était que ça ne coûte pas plus cher qu'une opération classique, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faudra qu'on attende la fin de la phase 2 pour, on va dire, calculer exactement
les économies qu'a fait le maître d'ouvrage. Et ça nous a permis également de faire un bilan de réemploi, donc avec les différents éléments qui ont été utilisés in situ ou ex situ. Donc ça permet déjà pour Accor, pour nous aussi, puisque c'est la première fois qu'on faisait ce travail-là, de commencer à créer une base de données des différents matériaux et matériels qu'on peut démonter sur un chantier d'hôtellerie. Ce qui nous permettra de développer d'autres missions de ce type pour Accor ou pour d'autres clients et d'autres types de produits. Donc, au niveau des points forts de ce projet, on peut noter d'une part l'implication des acteurs, d'une part chez notre client, les intervenants qu'on avait en face directement, c'est-à-dire le chef de projet et le directeur de l'hôtel étaient très moteurs sur cette mission, donc ce qui a facilité les choses. L'association Entraide également était très, très content de pouvoir récupérer autant de matériaux sur un site unique. Voilà, l'implication des acteurs a permis que cette mission se mène à bien. On peut noter quelquefois quelques points de vigilance et pistes d'amélioration pour la phase 2 et puis pour la suite, notamment tout ce qui concerne l'organisation et la sécurité sur les chantiers, puisque nous faisons partie du groupe Bouygues, le groupe Accor également a de très hauts standards en termes de sécurité sur le chantier. Donc ça c'est encore on va dire à parfaire pour la phase 2 et puis la suite. Permettre donc de diminuer le nombre de matériaux non valorisés. Donc ça on l'a vu en phase conception, il faut qu'on arrive beaucoup plus tôt sur le projet pour permettre dès la conception d'identifier les matériaux, de trouver les filières, parce que ça prend quand même du temps. La traçabilité des matériaux employés, donc avec la mise en place de fiches de traçabilité qui nous permettra donc de s'assurer de la bonne réutilisation du matériel ou du matériau, puisque quand on donne X mètres carrés de parquet, un lit, un bureau, etc., après on n'est pas forcément derrière pour voir si c'est bien réutilisé ou pas. Donc ça, on mettra ça en place dès la phase 2 et dès la phase de réutilisation qui aura lieu donc au prochain semestre. On ira aussi visiter sur place les opérations, voir un peu le produit fini et puis boucler tout ça. Et puis, dernier point sur lequel on va travailler aussi, c'est sur la partie assurance. Aujourd'hui, on était sur un don de matériaux à une association, donc ça ne se pose pas forcément. Mais effectivement, dans le cas de revente de matériaux ou autre, il y a tout ce qui est problématique d'assurance qui entre en ligne de compte. Certains intervenants en ont déjà parlé, donc c'est des choses qui sont également à explorer. Voilà. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, ou même des remarques, n'hésitez pas. Merci pour votre intervention qui est relativement intéressante. Et là aussi, c'est une belle innovation et ça pose plein de questions. Parce que déjà, conduire un chantier de construction classique, c'est relativement complexe. Mais là, en fait, on casse un peu les codes puisqu'on introduit en fait des non-professionnels dans un bâtiment. Donc, il y a les questions de sécurité, comme vous l'avez évoqué. J'imagine que la supervision du chantier est aussi un peu complexe parce que tout ce qui brille attire en général et fait l'objet de risques de vol. Les bases tampons pour donner les matériaux, c'est aussi probablement assez difficile à mettre en place. Et vous avez évoqué la problématique des assurances, alors elle est juste, mais aussi peut-être la problématique fiscale, puisque quelqu'un en fait dans l'histoire va revendre et valoriser, et le groupe Accor peut-être qu'il peut l'utiliser aussi dans ses bilans. Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus? Quel serait aujourd'hui le meilleur conseil que vous pourriez donner à un maître d'ouvrage qui aimerait se lancer dans ce genre de chantier, notamment en termes de stratégie ou en termes d'organisation générale? Vous avez évoqué la question de l'AMO et du maître d'œuvre. Vous envisagez
que ce genre de démarche doit être anticipé combien de temps avant une date de chantier? Et le dernier sujet que je voulais évoquer assez rapidement avec vous, est-ce que la démarche a également fait l'objet d'un bilan carbone comparé? Alors, merci pour votre question qui est assez complète. Je vais essayer de répondre sans oublier des points, vous me direz si j'oublie. Alors, pour la partie carbone, alors je parle sous le contrôle de Cécilia, ça n'a pas encore été fait, ça n'a pas été fait. Pour la partie carbone, vous m'entendez? Merci. Pour la partie carbone, on n'a pas prévu de faire une analyse parce qu'en l'occurrence, on a travaillé uniquement avec des acteurs locaux, donc on ne s'est pas posé la question à aucun moment d'envoyer les matériaux ailleurs. C'est une question qui se pose, c'est une question quand même super complexe. Je suis toujours très sceptique sur les bilans carbone, sur les bases de données, sur quelles données utiliser et comment comptabiliser tout ce qui est déjà amortissement carbone. Le matériau, il était déjà là dans le bâtiment. Comment je considère son amortissement et puis, est-ce qu'au final, est-ce que c'est moi qui améliore mon bilan carbone en donnant à une association ou est-ce qu'au final, c'est pas plutôt l'association qui, sur son bâtiment à elle, améliore son bilan carbone? C'est une question qui est super complexe. Honnêtement, on n'a pas prévu de se pencher dessus, là, sur ce projet-là. C'est une question, somme toute, très intéressante, mais pour l'instant, qui me paraît très complexe. Donc pour la partie plus opérationnelle, vous posiez la question de savoir à quel moment intervenir. Je pense que alors si on est dans le cas par exemple d'un promoteur qui voudrait réhabiliter un bâtiment, je vous parle franchement, moi je pense qu'il faudrait être présent dès l'expression de besoin, dès l'esquisse, puisque si vous êtes donc sur un bâtiment existant, il y aura forcément des modifications à faire. Alors, en réemploi de matériaux, effectivement, je pense que dès qu'on sait ce qu'on va démolir ou ce qu'on va déposer, on peut déjà rechercher des filières, identifier des filières. Après, si on veut encore améliorer la réflexion, c'est que dès la réception, dès la conception et l'esquisse, alors ça a été dit tout à l'heure, par exemple si on doit casser des murs, si on ne les casse pas, ça fait tout ça de déchets en moins. Donc il y a aussi une réflexion dans la conception. Alors si vous changez par exemple la destination d'un logement, d'un immeuble, d'un hôtel en logement ou l'inverse, il y aura forcément des questions d'agencement des pièces qui se fera, et il faut avoir en tête aussi, si on veut intégrer l'économie circulaire, que certains murs ne devront pas être cassés. Il faudra peut-être trouver une autre façon d'aménager les espaces pour éviter ces déchets. Après, en termes purement, nous, par rapport à ce qu'on a fait, donc réemploi et dépose et des constructions sélectives, ça oui, dès qu'on connaît le programme et les modifications apportées au bâtiment, c'est intéressant qu'on soit inclus dans la démarche, parce que, comme l'a dit Cécilia, rechercher les filières, c'est un travail très spécifique, parce que c'est vraiment par matériau qu'on va chercher les intervenants, le bon intervenant, et donc ça peut prendre du temps, comme ça peut être très rapide, hein, c'est en fonction du matériau. Et vous évoquiez la problématique fiscale. Alors là, donc, aujourd'hui, nous, on est sur du don et sur un bâtiment qui va être, on va dire, l'objet d'accueil de personnes en difficulté ou d'insertion professionnelle. Donc, on va dire, il n'y aura pas de loyer, on va dire, payé par les occupants, ni d'achat de biens immobiliers. Mais effectivement, c'est un sujet à creuser pour tout ce qui est promotion immobilière, etc. Donc, on est preneur de vos idées et on se note ça pour nos futures recherches. Je me permets juste de compléter. Il faut savoir aussi que pour Accor, pour l'hôtelier, en fait, ce qui était facile, c'était que
tous les matériaux qu'on avait dans les chambres étaient amortis financièrement pour l'hôtelier. Donc lui, il n'avait aucun intérêt dans son bilan financier à faire de la revente. C'est pour ça qu'on est passé par du don et ça a été quand même dit clairement par le maître d'ouvrage, c'était qu'il ne souhaitait pas revendre. Les lits, ils avaient des dents, ils servent toujours de lit. Mais bon, on est parti sur du don et c'est vrai que je pense qu'on s'évite beaucoup de problématiques en passant par du don plutôt que par de la revente. Ça répond à vos interrogations. S'il vous plaît. J'ai une petite remarque par rapport à ces points qui ont été soulignés, ce sont de bonnes remarques que je partage. Par rapport aux éléments d'analyse pour le CO2, c'est assez simple en fait. On peut prendre une autre façon de calculer, c'est de se dire camion, benne sans enfouissement, ou concassage, broyage, réemploi, parce que les WC, etc., c'est de la céramique, c'est de la faïence, les prix de traitement sont très faibles. C'est 5-10 € la tonne, grosso modo. Après, il faut voir des centres de traitement pas loin, mais en Alsace, il y en a à peu près 70. Versus, combien y a-t-il eu de navettes jusqu'au lieu d'entrepôt, plus installation. Voilà. Pour moi, il y a deux éléments pour analyser le CO2. Plus le matériel neuf qui a aussi un bilan carbone. Comment c'est à mettre en balance, effectivement, avec... Oui, c'est ça. C'est la même chose, en fait. Oui, tout à fait, je suis d'accord, pour que ce soit vraiment complet de A à Z. Oui, c'est ça, on rajoute cet élément-là. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est compliqué parce que les gaz à effet de serre qui sont l'émission qui est évitée parce qu'on a donné notre matériau, c'est pas nous qui en bénéficions, en fait c'est le projet qui va le faire en réemploi qui lui va bénéficier de cette non-émission Oui, c'est le gaz à éviter. Et c'est là que c'est difficile de savoir nous où est-ce qu'on s'arrête, donc qu'est-ce qu'on a évité comme émission de carbone. Sur certains appels d'offres, ce qu'on peut appeler les variantes, c'est de se dire voilà, situation A, celle qui est de base, et il nous propose mieux avec des CO2 évités. D'accord. Deuxième point, utilisez-vous pour faire votre diagnostic un logiciel, un moyen, des plans, n'importe quoi pour pouvoir travailler à élaborer justement toutes ces fiches techniques? Alors pour l'instant c'est Excel. D'accord. Ok. Mais c'est parce que on avait, nous en interne chez nous, chez Accor également, les outils étaient à créer. Donc pour l'instant on a créé sur une base, on va dire tout le monde maîtrise. Après, je ne sais pas s'il y a des logiciels spécialisés ou vous en connaissez? Oui, un outil qui s'appelle Batirim, développé par Suez il y a à peu près 3 ans. Donc on pourra faire un échange de cartes justement pour développer ce que vous mettez en place. On a mis en place tout ce diag sur tablette avec les plans 2D, 3D. Ce que vous faites est génial, peut-être vous faire gagner du temps. Le but c'est ça, oui. Donc ça c'est deuxième chose. Et troisième chose, comme il s'agit de cession de dons, je reprends la fiscalité de la dernière question là-haut. Est-ce que le groupe Accor vous fait une cession signée? Parce qu'en fait, à partir du moment où on est producteur d'un déchet, on est responsable jusqu'à l'élimination. Ça, c'est un point important. Mais il ne s'agit pas de déchet, il s'agit d'un produit dont on se sépare. Donc là, c'est du don. Est-ce que quand même Accor vous fait signer un papier, quoi que ce soit? Pourquoi? Si jamais ça se retrouve dans la forêt de Brumat, ou d'Agdo ou n'importe où, ça serait vous, quelque part, le responsable de cette pollution en forêt ou que sais-je. Alors, c'est effectivement très intéressant. C'est une des questions sur lesquelles on souhaite travailler pour la phase 2. Parce que bon, là, on va dire que notre projet n'est pas terminé. Mais c'est vrai que tout ce qui est, même en termes, alors je vais même aller en amont, c'est-à-dire que l'association n'a pas de marché de travaux, puisque ce n'est pas une entreprise. Par contre, on est aussi en réflexion de créer une pièce écrite qui on va dire, qui borne les responsabilités de chacun et effectivement d'intégrer cette thématique-là. Parce que, pour l'instant, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est vraiment nous, on commence. On a exploré un peu tout un tas de pistes et effectivement, aujourd'hui, les pistes d'amélioration, on les trouve aussi, surtout sur ces sujets-là, qui sont juridiques, administratifs, de sécurité. Donc ça, il ne faut pas le négliger parce qu'effectivement, ça engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Et le Comment? Ça peut être assigné à du recel dans certains cas. Oui, aussi. Parce que bon, voilà, aujourd'hui, on pourrait très bien dire que l'association a volé les matériaux sur le chantier. Si rien n'est cadré, à part il y a quand même des échanges de mails. On a fait signer le diagnostic ressources avec le nombre d'items qu'ils prenaient, etc. Donc on a quand même des choses qui ont été mises en place, mais c'est à améliorer effectivement.
Bonjour, Bertrand Chouet, agence qualité construction. Vous nous avez donné quelques exemples de matériaux et d'équipements réemployés, réutilisés. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus? Je vois par exemple des toilettes, mais est-ce que vous avez en tête un listing à peu près indicatif de ce que vous avez pu réemployer, réutiliser? S'il y a 300 items, on oublie, mais si vous avez d'autres exemples. Non, il n'y a pas 300 items, on est sur une chambre d'hôtel classique, donc il n'y a pas 300 items. Qu'est-ce qui a été récupéré par l'association? Alors ils ont repris toutes les lames de parquet qui n'étaient ni coupées ni cassées. On a donné tous les lits, ils ont repris les bureaux, les ensembles bureaux et étagères. En fait, ce qu'ils souhaitent faire, ça ne va pas être du réemploi pour un même usage, c'est réutiliser pour refaire des étagères. Donc ils vont peut-être faire de la redécoupe, il y aura de la manutention et derrière quoi. Ils ont repris un certain nombre de WC, ils ont repris l'appareil de plomberie, ils ont repris... Des panneaux d'habillage en stratifié qui vont justement servir de base pour faire des étagères, du mobilier, qui ne sera pas forcément réutilisé en l'état. C'est-à-dire des panneaux de parement dans les couloirs ou autres ne serviront pas de panneaux de parement dans les couloirs, mais d'étagères, de pièces pour faire une joue sur un meuble ou sur un bureau. Enfin, ça leur servira de matière première puisqu'ils ont des équipes de menuisiers en interne. Ils ont repris tous les habillages des appliques lumineuses. Ils ont repris... Les rideaux. Certains rideaux, ouais, pas tous. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Et donc les lits, ça a été la seule chose qui a été séparée entre plusieurs acteurs. C'est aussi là où on disait, on avait un directeur d'hôtel qui était très moteur et c'était très important parce que l'association à la base devait reprendre les lits et puis ils ont eu un don de matériel neuf par je ne sais quel fournisseur et du coup ils nous ont dit 5 jours avant le démarrage des travaux qu'en fait ils ne reprendraient pas les lits. Là, ça a été un peu la course à qui veut des lits. Parce qu'il faut savoir que j'ai appelé beaucoup d'associations et il y a très peu de gens qui sont intéressés par les lits ou problème de stockage. Et du coup, j'ai voulu essayer avec des particuliers. Et si j'avais pas eu un directeur d'hôtel en face qui était moteur et qui m'a dit ok, on essaye, parce que c'est compliqué, hein. Enfin, pour ceux qui connaissent l'Ibis des Halles, on peut pas se garer, on peut pas, enfin, c'est très galère. Donc si vous avez 14 lits qui sont enlevés des chambres le même jour et que vous avez 14 personnes avec 14 camionnettes différentes qui arrivent en même temps, ça marche pas, ouais, c'est pas possible, quoi. On crée un embouteillage, je pense que la police débarque, hein. Donc on a essayé, on a organisé, on a mis des tranches horaires, ça s'est super bien passé honnêtement. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir des gens qui sont moteurs dans l'équipe en face aussi. Et du coup, pour répondre à la question qui était pour les maîtres d'ouvrage, quels conseils on pourrait leur donner? Ben, faut oser, faut arrêter de croire que c'est pas possible. Il faut juste oser un petit peu se retrousser les manches et voilà, ça peut fonctionner, quoi. D'ailleurs, je passe un petit message personnel. Il y a 11 lits qui sont disponibles le 6 janvier. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le savoir. Je voulais savoir, du coup, au niveau organisationnel, on va dire, entre guillemets, la charge de travail que le réemploi, en fait, a causé, qui, en fait, l'a porté? Est-ce que c'est que vous? Est-ce que ça a été mélangé entre vous, le client et l'entreprise? Comment ça s'est passé, du coup? Est-ce que tout le monde était vraiment de bonne disposition à vraiment voulu faire avancer le chemin public et du coup, tout le monde a mis la main à la pâte? Ou c'est plutôt vous qui vous êtes chargé de ça, donc au niveau du diagnostic, au niveau de l'organisation, par exemple pour les lits, pour mettre en place tous les processus pour que les gens ou l'association vienne récupérer les matériaux, pour le démontage, etc. Pour, j'imagine aussi expliquer aux gens qui viennent récupérer les choses où est-ce qu'ils peuvent, où sont les zones de stockage, ce qu'ils peuvent démonter, etc. Alors, pardon, en complément peut-être. Parce que ça fait un peu la suite, et vous avez un peu d'avance sur nous tous. Est-ce que vous avez pu expérimenter par exemple des plateformes ou des applis qui mettent en relation des donneurs et des gens qui veulent récupérer? Est-ce qu'au niveau national, il y a déjà quelque chose qui existe, une espèce de bourse d'échange, ou est-ce que vous avez travaillé avec Le Bon Coin, des sites un peu plus classiques, enfin ce genre de choses? Merci.
Alors, pour juste effectivement répondre à ce point et la partie qui s'occupait de gérer ça, pour les lits, c'était donc assez particulier. On ne savait pas si on allait le faire. Dès le départ de la mission, on ne savait pas forcément qu'on allait fonctionner comme ça. Nous, on avait une mission de consultant et de conseil en économie circulaire, et on va dire toutes les solutions trouvées, c'était à nous un peu de les mettre en place, de voir comment ou qui pourrait les mettre en place avec nous. Donc pour les lits, on s'en est occupé nous. On a fonctionné avec les réseaux sociaux, notamment Facebook. Au final, pour le peu d'éléments et de lits à enlever, puisque c'était 14 par étage, on va dire un message sur les réseaux sociaux pendant quelques heures a suffi. Donc on a aujourd'hui que ce retour d'expérience-là. Pour quelque chose de plus spécifique, parce qu'un lit, au final, tout le monde en a besoin ou régulièrement renouvelle sa literie. Mais pour d'autres produits, effectivement, l'exercice serait peut-être un peu plus long et il faudrait passer par des plateformes. Alors, Le Bon Coin, Le Bon Coin, ça, on en revient à la problématique de la vente, de la responsabilité. Alors après, à voir, est-ce que sur Le Bon Coin, on met à 0 € venir rechercher, c'est peut-être une solution aussi. Après, ça demande toujours effectivement de se préparer à l'avance et de savoir sur quelle cible on s'oriente. Là, c'est vrai que pour la literie, c'était surtout la population étudiante, parce que tous les semestres, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. On avait les dates qui collaient bien, quoi. On était en travaux en juillet, août, donc c'était parfait pour les étudiants. Donc c'est le choix qu'on a fait, c'était de poster sur les réseaux sociaux étudiants. Étudiants de Strasbourg, ça a très bien marché. Après, c'est vrai qu'on aurait pu faire le choix des plateformes. Des plateformes, il en existe beaucoup. Le problème, c'est qu'il en existe plein, à plein d'endroits. Elles sont toutes gérées différemment. Il y en a qui sont là pour la revente, il y en a qui sont là pour seulement du troc. C'est très compliqué. Les plateformes, vous pouvez même en avoir au niveau particulier. Vous pouvez échanger avec votre voisin, même avec des services. Ils vous prêtent son fer à repasser et vous, en échange, vous lui prêtez votre grille-pain, j'en sais rien. Mais des plateformes, il y en existe plein. Après, la problématique, c'est vraiment de savoir jusqu'où on s'arrête. Et la recherche de filières potentielles, elle est complexe. Je ne vous ai pas raconté, mais très honnêtement, j'ai appelé des dizaines d'associations et au final, cette association Entraide le Relais, je l'ai découverte en déjeunant avec des amis un midi d'un jour férié, donc je travaillais pas du tout, quoi. C'est vraiment, quand je dis, ça peut être complètement fortuit. Après, il y a tout ce qui est filière. Quelque chose dont on ne vous a pas parlé, c'est que comme on a trouvé cette association qui reprenait la majeure partie de ce qu'on déposait, et qu'on était très contraint par le timing, on n'a pas poussé l'exercice d'aller plus loin dans le choix du prestataire déchet. Et ça, c'est un gros point d'amélioration à mon sens, c'est que tout ce qui n'a pas été récupéré par l'association est parti dans une benne DIB mélangée, qui n'a pas été retriée par un prestataire déchet classique. Et ça, c'est un gros point d'amélioration. De chaque projet, de son gisement et localement. Ce projet-là, Accor, il était très intéressé pour pouvoir avoir ce projet pilote et pouvoir le redonner. Au final, ce qu'on leur propose comme solution, on a un retour d'expérience, mais c'est un retour d'expérience avec une association locale. S'ils ont un hôtel à Bordeaux, ça ne marchera pas avec Entraide le Relais, quoi. Donc c'est pas une solution c'est reproductible, mais pas à l'identique en fait. C'est toute la complexité de l'économie circulaire. Excusez-moi, vous avez une petite question ici. Du coup, est-ce que vous avez fait le ratio entre ce qui a été réutilisé, réemployé et ce qui est parti en centre de stockage en ratio? Je ne l'ai pas en pourcentage définitif, je l'ai par matériaux, mais là comme ça je ne sais pas vous dire un pourcentage. Déjà, est-ce que je le ferai en masse? Il faudrait que je regarde. Et il y a des choses, on attend la fin du chantier aussi pour voir tout le nombre de bennes qu'on a évité. On va essayer d'estimer le volume et le nombre de bennes qu'on a évité. Ça rejoint à l'idée du bilan
carbone. C'est aussi l'idée du bilan financier, quoi. Toutes les bennes qu'on n'a pas payées qui sont pas parties. Juste pour compléter la réponse, en termes d'organisation sur le chantier, donc nous effectivement on avait la chance d'être tous les deux en équipe, puisque Cécilia a piloté le chantier également avec moi. Donc ça prend du temps, mais bon, c'est du temps de pilotage compris dans une mission classique. On a essayé de travailler avec l'association comme on travaille avec une entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les personnes, là, comme je l'ai dit, à partir du deuxième jour, qui étaient un peu plus... Alors généralement c'était des retraités bénévoles qui étaient d'anciens artisans du bâtiment route, qui savaient comment on travaillait sur un chantier, donc qui étaient un peu nos référents. C'est ceux à qui on donnait les indications, on montrait les zones, et puis ensuite eux après ils formaient un peu leurs équipes et ils diffusaient l'information pour que chacun travaille de la même façon et de façon coordonnée pour ne pas se marcher dessus. Donc au final ça a été un intervenant de plus, comme on a un corps d'état de plus. Alors on va dire, il fallait beaucoup plus pédagogue. Parce que on ne parle pas des bénévoles ou à une association comme on parle à une entreprise. Il n'y a pas de lien de marché, de financier. Donc on n'est pas sur une relation maîtrise d'œuvre entreprise classique. Il faut être un peu plus souple, expliquer les choses, etc. Parce qu'après sinon les bénévoles ils peuvent dire bon on s'en va, hein, si ça se passe pas bien on s'en va. Donc, mais en termes de temps, c'était, on va dire, le même temps que de gérer une autre entreprise. C'était juste la façon de le faire qui était différente. Donc en fait, il n'y a que vous qui avez géré, on va dire, cet aspect, il n'y a pas eu le client ni l'entreprise. Non, alors après, forcément, le client, la direction de l'hôtel l'hôtel est en fonctionnement, donc forcément, il y a des interactions. Mais on va dire, c'est à la marge, hein, on utilise l'ascenseur de 8h30 à 9h30, on vous prévient juste avant, c'est du quotidien de chantier on va dire, mais globalement c'est nous qui étions référents et l'intermédiaire entre l'association et l'hôtel. Excusez-moi, une petite question. Est-ce que votre opération était rentable ou comment est-ce que vous vous êtes rémunéré? Alors nous, on a vendu une mission spécifique des constructions sélectives. Le gros argument commercial, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était l'appel à projet de l'ADEME et de la région Grand Est. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a permis de convaincre le client. Évidemment, c'est des missions où en fait, on vend du temps de prestation, c'est du conseil en immobilier classique, on vend du temps de prestation. C'est là où le temps, est-ce qu'on a été rentable? C'est très compliqué, déjà parce qu'on n'a pas fini l'opération, et ensuite parce que là où on a notre force, c'est que l'on travaille en binôme, et qu'au final on avait à la base cette mission de l'économie circulaire, c'était une mission qui s'est rajoutée, mais à la base on avait une mission de maîtrise d'œuvre. Et comme on a travaillé un peu ensemble, vous répondre précisément sur est-ce qu'on est rentable, on vous en parlera plus tard, je ne sais pas. Parce que la rentabilité, ça entraîne aussi une pérennité. Oui, bien sûr. Après on est au début de la démarche pour beaucoup d'acteurs, pour nous en particulier. Donc forcément, c'est un investissement en temps qui sera capitalisé et valorisé aussi plus tard. Parce qu'aujourd'hui, notre méthodologie, elle n'est pas du tout parfaite. Hein. Il y a énormément de trous encore à combler ou de zones d'ombre, mais le temps qu'on a investi à mettre en place, pour la prochaine mission, ce sera du temps qu'on pourra investir sur autre chose. Voilà. Et après, cette question de la rentabilité, elle est très intéressante. Je pense que si on se posait la question sur tous les projets et qu'on en faisait une habitude, cette question de la rentabilité, elle ne se poserait plus. Parce que moi, mon souhait le plus grand, c'est qu'à chaque fois qu'on a un chantier de rénovation, c'est qu'on se pose la question, ne serait-ce qu'on commence par se poser la question, est-ce que j'ai du potentiel de l'emploi? Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui, malheureusement. On fait de la rénovation partout et on est très très peu à se poser la question de ce réemploi. La preuve en est, c'est qu'on était une première mondiale chez Accor. Moi, ça me fait un peu peur quand même. Alors c'est intéressant de voir que ça bouge, mais vu les mètres carrés d'immobilier dont ils disposent, voilà, déjà ne serait-ce que de commencer à se poser la question et d'en faire une habitude, je pense qu'au final c'est ça qui fera la rentabilité.
Je propose peut-être une dernière question. Bonjour, Eric Alvisser. Eric Alvisser, architecte enseignant à l'ENSAS. Une grande partie des étudiants là sont pas venus avec moi, mais enfin, je les connais bien. En tout cas, on parle de rentabilité, d'assurabilité. Moi-même, je suis maître d'œuvre, donc je vois très bien les questions, mais ces opérations ne marchent pas s'il n'y a pas ce qu'on appelle une espèce de nouvelle économie solidaire, c'est-à-dire que sans l'association, la main-d'œuvre coûte pas grand-chose. Je suis de loin pas un libéral madeliniste, mais il est quand même évident aujourd'hui que la main-d'œuvre est trop taxée alors que l'énergie ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est exactement comme la construction, enfin c'est mon sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre, la question c'est un peu est-ce que c'est le vôtre. Aujourd'hui la construction en terre crue par exemple coûte trop cher en main-d'œuvre, alors même que l'énergie grise est très réduite, et c'est le cas d'énormément de matériaux et de techniques. Donc en fait il y a une révolution qui est plutôt fiscale aussi, c'est pas la peine forcément d'aller dans la rue, casser des vitrines, même si ça peut pas faire de mal à certains âges. Mais en tout cas, non mais c'est plus maintenant. La question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tant qu'il n'y a pas un développement d'une espèce d'économie parallèle qui n'est plus axée sur ces questions de rentabilité, même si la rentabilité apporte de la pérennité, moi je crois que c'est la mise en œuvre et des règles de l'art qui apportent la pérennité, quelles que soient les civilisations, les fiscalités des civilisations, les Égyptiens n'avaient pas nos... Bon bref, on ne va pas faire un cours maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'un réseau national d'associations, de bénévoles d'insertion, est-ce que c'est pas ça qui est nécessaire en premier pour qu'on puisse développer la société capitaliste verte, qui est celle vers laquelle nous devons transiter, puisse faire une économie circulaire? C'est-à-dire de se greffer une autre, son inverse en fait, en quelque sorte, qui est une économie qui n'est plus basée sur le profit, donc l'exact inverse. En fait, aujourd'hui, effectivement, on a un modèle de société qui est basé sur la croissance économique et la rentabilité. Là, notre exemple montre que c'est un exemple qui marche. Ça ne veut pas dire que c'est forcément qu'on va forcément tous les projets d'économie circulaire et de déconstruction vont devoir passer par une association. C'est clair que ça on va dire, ça a réglé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire la main d'œuvre qui coûte rien, vous l'avez dit. On va dire c'est même plus qu'un sujet économique, c'est un sujet aussi de politique, de savoir ce qu'on veut comme projet de société ou autre. Bon, ça dépasse un peu le cadre vraiment technique qui nous avait réunis aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas les réponses. Votre réflexion est intéressante, je pense qu'elle mérite d'être creusée, effectivement. Pour corroborer, quand vous ferez votre bilan financier, ce serait quand même intéressant de savoir si, justement, en introduisant, par exemple, une entreprise d'insertion qui serait venue faire la déconstruction préservante, avec, autre part, des économies qui ont été faites sur les déchets qui ne sont pas partis en déchetterie, etc., est-ce qu'on pourrait éventuellement s'y retrouver? Vous l'avez dit en introduction, l'entreprise était partie sur un prérequis au départ, coût identique. Ça fait un peu peur quand même, mais bon, c'est une réalité. Mais en même temps, je suis d'accord, il faut que ça devienne de l'économie aussi, ça. On ne va pas développer ces systèmes-là si ça reste du bénévolat venant d'associations qui, justement, vont avoir un besoin de reconstruire, etc., et de pouvoir récupérer, sinon ça va pas prendre de l'ampleur. Mais je pense qu'avec le développement des filières, justement, de réemploi, qui sont des entreprises qui se spécialisent sur un matériau donné ou plusieurs ou une gamme de matériaux, avec la problématique de revente, d'assurance, etc., de garantie, on va créer un nouveau, on va dire un nouveau vivier d'entreprises, des nouveaux gisements, et on va dire. Alors après, ça c'est encore un débat. On va recréer à côté le même modèle qu'on a déjà, sauf qu'avec, ça sera des gisements entre guillemets de déchets d'autres projets qui serviront de matière première. Donc après, est-ce que c'est une phase de transition? Est-ce que c'est quelque chose qui marchera dans le temps? On n'en est qu'au début, forcément. C'est en faisant qu'on aura le retour d'expérience nécessaire, quoi. Je pense que pour ouvrir par rapport à ça, une des conclusions qu'on a tirées de cette opération, c'est qu'au final, c'est très bien de se poser la question du réemploi et de ne pas tout mettre à la benne. Maintenant, la vraie problématique aussi pour aller plus loin, justement, parce que ce système de juste faire de la déconstruction sélective n'est pas pérenne,
pour moi, l'intérêt, c'est d'aller travailler aujourd'hui avec les gens, là je parle d'accord parce qu'on a travaillé avec eux, mais avec les gens qui font les concepts de chambres, parce que ces gens-là qui créent des concepts tous les 10 ans de nouvelles chambres ne se posent pas la question du fait de la démontabilité de leur chambre 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. On parlait tout à l'heure du leasing de moquettes. C'est des choses qui existent et qui ne sont pas du tout rentrées dans les habitudes aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi sur la conception même des projets. Mais c'est très dur aujourd'hui de parler à un maître d'ouvrage de la fin de vie de son projet. Parce qu'il est seulement en train de concevoir son projet, on est déjà en train de lui dire il faut réfléchir à la fin de vie. C'est très compliqué. C'est un discours qui est difficilement entendable. C'est aussi très dur de parler de ça en architecte. Merci beaucoup, donc non seulement à vous deux pour votre présentation très complète et à tout le monde pour toutes vos questions. Et je vous propose de passer à la dernière intervention donc, par Sylvain Brousse, qui est ingénieur d'études au service construction au rectorat de Besançon. Donc il va nous présenter un projet là pour le coup qui démarre, qui a vraiment également une volonté d'avoir un petit peu un chantier exemplaire dans le réemploi. Et il va nous parler de tout ça. Donc Sylvain, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Merci Mélanie, merci Hervé pour les 2 journées là, de travail. Au revoir l'Espagne. Merci Hervé pour la soirée également. Donc je vais essayer de faire assez rapidement cette présentation. Je vais la faire sous forme d'un petit résumé finalement de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'on m'a... Oui, à la base on m'a demandé parle-nous de ton chantier actuellement en tant que maître d'ouvrage. En tant que maître d'ouvrage, on a pris, vous l'avez dit tout à l'heure, on a osé prendre ce challenge de se dire on va faire de l'économie circulaire. On a sorti les rames et puis on s'est lancé là-dedans et c'est pas facile, quoi. Les 2 gros points qui, pour moi, les 2 points importants que je retire de ce début d'expérience, on est vraiment au début d'expérience, hein, on arrive à la fin de la programmation là, à peu près, c'est de changer son logiciel de pensée. Ça c'est une première chose. Et changer un logiciel de pensée, c'est aussi revenir à ce que je sais pas, mon grand-père faisait, l'arrière-grand-père, il a toujours fait ça. Hein. On ne reconstruisait pas une maison de A à Z, si on avait une à côté, mais on servait les matériaux. Il y a une partie de nos châteaux qui se retrouvent dans la maison, dans les petites maisons qui sont à côté du village, etc., au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Et la deuxième chose, c'est la communication. Honnêtement, j'aime bien bosser tout seul dans mon coin. C'est pas bien. Et sur ces chantiers d'économie circulaire, ça fonctionne vraiment pas. Il faut vraiment commencer à communiquer avec tout le monde, avec tous les partenaires qu'on peut trouver. Donc j'ai dit que j'allais un peu plus vite, là je vous ai fait une intro super rapide, c'est ça? Donc je vais vous parler de l'opportunité déjà, l'opportunité de faire ce type de chantier en économie circulaire. L'opportunité, elle vient d'un projet de l'État. Donc projet de l'État, je ne vais pas vous le résumer, c'est toujours la même chose, hein, on améliore les conditions de travail, les conditions d'accueil, on densifie des sites et on essaie de regrouper les services et là, en ce qui me concerne, c'est une réhabilitation d'un bâtiment universitaire. Donc on va essayer d'améliorer toutes ces conditions d'apprentissage. Et ce qu'on nous demande aussi, ce que l'État nous demande, c'est de faire une rénovation énergétique. En parallèle, on a le contrat TEPOS sur... c'est un plan national. Alors, ne me demandez pas trop d'explications, je ne suis pas spécialiste TEPOS. C'est le territoire à énergie positive qui regroupe, en tout cas chez nous, Grand Besançon. Donc Besançon,
on situera tout à l'heure sur une carte. La région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME. Le but, c'est d'avoir une sobriété énergétique. Ça concerne un peu tout, hein. Ça va même sur le principe d'achat du papier toilette dans une municipalité. Ils essayent d'avoir un spectre ultra large. Ça concerne aussi un avenir économique d'une région, parce que bon, l'économie change en permanence. On sait que c'est 4 enfants sur 5 aujourd'hui vont avoir un nouveau métier, vont avoir un métier qui n'existe pas actuellement, et une partie de ces métiers justement feront partie de l'économie circulaire. Les leviers que le groupe dépose c'est nous utiliser les institutionnels, les institutions locales et aussi les associations. On parlera d'associations d'insertion tout à l'heure. Donc on a eu cette envie commune de faire un chantier école. Eux cherchaient pour le moment, ils théorisent beaucoup et ils voulaient passer à la pratique. Donc la pratique, c'est un chantier en plein centre de Besançon. Et vous vous demandez où il est ce chantier. Voilà. Donc petite carte de France, Besançon. Bon, ça pourrait être Strasbourg, hein, je l'ai mis un peu au pif. Peut-être à peine plus mal. Hein. Non, je pense que c'est bien situé. Je suis médisant. Donc on a Besançon, pas très loin de Strasbourg. On a un site historique en plein centre-ville qui est un arsenal. Un ancien arsenal de dépôts et de fabrication. Donc dépôt, on entreposait de la poudre, des boulets de canon. Fabrication, c'est fabrication des chariots pour les canons. Cet arsenal a été implanté, donc je vous l'ai dit, en centre-ville, juste devant un hôpital. Il y a peut-être un rapport, l'hôpital, l'arsenal, il y a une corrélation. Donc on est sur un projet qui date de 1840, non, qui date de bien avant, mais qui a été construit en 1840. C'est une époque un peu florissante sur Besançon, c'est l'arrivée de l'horlogerie chez nous, c'est l'époque aussi de l'exposition internationale de Besançon sur l'horlogerie. Tout le monde s'en souvient. Presque aussi bien que celle de Paris, après, en 1900. Et du coup, qu'est-ce que je racontais? Oui, du coup, la ville de Besançon avait la volonté d'installer cet arsenal et aussi une école d'artillerie dans Besançon. Nous, ce qu'on veut faire sur ce site, alors, le site appartient soit à l'État, soit au centre hospitalier régional de Besançon, et on est en train de prévoir un projet global sur l'ensemble du site. Mais pour le moment, on se contente du bâtiment, le bâtiment que j'ai entouré en orange, qui est le bâtiment N. Et ce qu'on s'est dit avec le groupe de travail de la ville et de la région, c'est qu'on veut avoir un démonstrateur en plein centre-ville. On veut avoir un démonstrateur, mais un démonstrateur local, parce que pour le moment, des démonstrateurs, on en a. Il y a plein de chantiers qui vont dans le sens de la réutilisation de matériaux, la déconstruction. On vient d'en voir un, c'est super, merci. J'ai appris plein de trucs, même des nouveaux mots. Et on voulait avoir donc ce démonstrateur chez nous, en local, pour essayer d'influencer justement les autres institutions locales et puis les entreprises. Donc on s'est dit, c'est bien de faire cet essai chez nous. Par contre, il ne faut pas que ça reste lettre morte. Il faut aussi qu'on trouve un outil de communication. L'outil de communication, là, c'est vraiment le groupe du Dépose qui va s'en occuper, qui prend ça en main. Ce qu'on veut, c'est trouver cet outil, commencer à faire des fiches un peu, des petites recettes de cuisine, les bases en local. Et peut-être commencer à faire des liaisons avec d'autres chantiers. On en reparlera tout à l'heure, et c'est ce qui est ressorti des premiers temps de réflexion là, sur la programmation, c'est
parlait de communication, c'est vraiment de réussir à toucher les autres chantiers. Et en même temps, on s'est dit, on va encore aller plus loin, et sur ce site, on va instaurer, on va mettre en place d'autres outils pédagogiques. C'est une fac psychosociaux. On va faire un campus centre-ville, on va y mettre d'autres expérimentations, les expérimentations avec le CAUE, la chambre d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Conseil, pardon, désolé. Voilà. Ça c'est fait. Aussi des ateliers pédagogiques, je suis du rectorat, on a plein d'intervenants du rectorat, on a la possibilité de mettre des petits ateliers au sein de ce groupe de bâtiments pour sensibiliser aussi les plus petits justement à l'économie circulaire. Un peu, vous êtes quasiment tous de Strasbourg, vous avez le vaisseau ici à Strasbourg qui est un super bel exemple, c'est vraiment chouette. Des petits enfants je crois que c'est entre 3 et 7 ans ou peut-être 10 ans qui vont jouer à faire plein de petits ateliers. Donc ça on peut l'imaginer sur notre site avec un but économie circulaire aussi. Donc, pour faire ce chantier, on a besoin d'un programme. Et on a commencé à définir un programme tous ensemble. Le programme, c'est pour des étudiants, du personnel administratif et technique, c'est pour des enseignants. Ces gens-là ont des besoins, ils ont besoin d'étudier, ils ont besoin de réviser, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de mettre à jour leur méthode d'enseignement ou leurs acquis ou autres. Ils ont besoin de se reposer, faire de la recherche, etc. Donc il faut créer des lieux. Créer des lieux, ces lieux existent déjà en partie, on les a déjà vus à d'autres endroits. Donc on commence à lister, simplement. Je vous donne notre méthode de programmation. On fait ce listing. Voilà. Et on arrive très rapidement à la réglementation. On a parlé de réglementation tout à l'heure. Nous, on s'est fixé des objectifs. On est sur un bâtiment de 1840. On n'a pas à respecter une réglementation thermique globale. On a à respecter des réglementations thermiques par matériaux, ou si jamais on fait de l'ITE ou quoi, ou caisse, bâtiment historique, l'ITE ça va être un peu compliqué. Mais on va quand même commencer à, en fonction de nos besoins, de nos lieux, à repérer déjà les nécessités, les réglementations en ERP, en code du travail, etc. On se fixe aussi des objectifs environnementaux. On va regarder la pollution de l'air intérieur pour avoir des bonnes conditions de travail pour les enseignants, puis aussi pour les étudiants, par exemple. Il y a un truc qu'on retrouve assez régulièrement. Vous avez un grand couloir et au milieu du couloir, vous avez un photocopieur. Le photocopieur, c'est des émanations de dingue. C'est des produits cancérigènes. Et c'est le seul endroit qui n'est pas ventilé. Dans une conférence dernièrement, j'ai entendu parler de la chasse aux éléphants. Si ça vous dit quelque chose, la chasse aux éléphants, c'est le truc qu'on ne voit pas. Au milieu de la pièce, il y a un éléphant. Mais on va toujours faire en sorte de tourner autour. Il faut, à un moment donné, s'arrêter, ouvrir les yeux, de se dire « Waouh, là on a plein, on fait des conneries depuis des années, on va essayer de s'arrêter et puis de ne pas les reproduire, justement, toutes ces conneries-là. » Donc ça c'est un peu notre enveloppe. On s'est défini un cahier des charges. Ce cahier des charges nous amène à une temporalité. La temporalité, c'est comment on utilise les lieux, comment on les utilise pendant la journée, pendant la semaine, pendant un mois complet ou sur une année. Là on commence à introduire la notion de le soir, c'est une fac, on n'utilise pas, est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre à disposition de quelqu'un d'autre? On commence à parler de durée de vie des matériaux, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé. D'une seconde vie de recyclage, vous parliez de lampes. Nous on a commencé à se faire des petits catalogues.
catalogue de choix de matériaux. Si dans un bureau, quelqu'un veut s'y installer, il pourra choisir parmi 5 lampes. Mais ces lampes, on les a réfléchies. Si je la casse, qu'est-ce que je fais des différents petits morceaux? Est-ce que le fil, je peux le réutiliser? Est-ce qu'il y a du collage dedans? Est-ce que le verre a été traité? Parce qu'on parlait de Saint-Gobain qui essaye de réutiliser énormément de verre, ils ont du mal parce qu'effectivement, le verre, il est sale. Et ce qu'on leur demande aussi, c'est notre faute à nous, hein, on leur demande d'avoir une transparence complète. Donc ça, c'est une petite incohérence là-dessus. Donc voilà, ces catalogues vont nous donner aussi des choix de matériaux en fonction d'une nouvelle temporalité sur la vie complète du chantier. Donc du coup on a besoin d'outils informatiques adaptés, de réseaux adaptés pour faire ce genre de choses. Un réseau, c'est hyper important. Si au bout de 5 ans il faut changer tout le câblage, ça ne sert à rien. On a parlé de copie, photocopie, contrôle d'accès. Pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on va commencer à mettre à disposition justement nos bâtiments à d'autres personnes. On va s'ouvrir à la ville. Donc je vous ai parlé des équipements, choix du matériel, hein, ça c'est fait avec le catalogue. Et on a commencé à s'interroger sur les ressources, parce que là on est en train de créer une fac, une université en plein centre-ville. Qu'est-ce qu'on a autour? J'ai besoin d'avoir des labos d'enregistrement, j'ai besoin de studios d'enregistrement, pardon, je veux dire. Où est-ce qu'il n'y en aurait pas en dehors? En fait, on en a vite trouvé plusieurs. Il y a une autre fac juste à côté, ils ont 2 labos. 2 labos et 2 studios d'enregistrement, mais c'est pas adapté. Donc ce qu'on fait, c'est on va travailler avec eux, on va transformer leur labo en salle de cours et puis on va en faire un plus adapté. Déjà qui commence à s'ouvrir. La ville de Besançon avait besoin de faire aussi de la capture vidéo, on va leur proposer de venir chez nous. C'est déjà fait. Donc voilà, là on a commencé les dialogues avec les autres institutions, savoir on a besoin de ça, est-ce que vous l'auriez ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose que nous on peut créer. Ce qui nous a permis aussi de mettre d'envisager une salle de spectacle commune à l'université. Psychosociaux, il y a aussi art du théâtre et musicologie. Donc ils ont besoin d'avoir une salle de spectacle où ils peuvent s'exprimer. J'ai écrit petit, non? J'écris mal. Je vois froncer des yeux. Mais dans cette volonté, vous avez plein d'étudiants qui sont habitués à avoir plein d'écritures différentes. Donc cette réflexion de parler uniquement de ressources et de nécessités avec l'extérieur nous a amené aussi à commencer à sortir de notre bâtiment. On s'est dit, on refait ce bâtiment, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va traiter les abords, et est-ce qu'on commence à parler de végétalisation? On parlait de points chauds tout à l'heure, est-ce qu'on va commencer à éviter ces points chauds? On revient, tout est lié. Donc voilà toutes les premières interrogations qu'on a eues sur la définition de ce programme. Maintenant, je vais vous parler plus de gouvernance et d'expertise. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de placer, de savoir où étaient déjà les expertises et qui allait gérer ces différentes expertises. Donc au niveau de la maîtrise d'ouvrage, au niveau de la conduite d'opération, nous on va gérer le choix des assurances. Comment on parlait d'assurance tout à l'heure, rien que la dommage ouvrage, c'est assez complexe. Pour avoir aussi cette maîtrise de l'assurabilité de notre bâtiment, on a besoin d'avoir une première expertise. Donc là, on a commencé à faire appel à des bureaux d'études, type Belastock, je pense que vous connaissez. Incroyable. Au début, c'était une association d'archi sur Paris, et aujourd'hui, c'est une ressource documentaire et d'expertise incroyable.
Et on avait besoin de faire des choix, parce que, bon, nous qui faisons des choix. Et on s'est dit, il va falloir qu'on impose des objectifs. Alors les objectifs qu'on impose, on vise une déconstruction sur site de 90% d'une liste de matériaux prédéfinis. Phrase un peu longue. Les matériaux prédéfinis, on a choisi du bois, certains bois, on a beaucoup de menuiserie. Dans le bâtiment actuel, on a aussi des cloisons bois. On a choisi ces cloisons bois pour... on a choisi aussi tout ce qui va être acier. On a beaucoup d'escaliers de sortie de secours, des garde-corps, mains courantes et autres. On va réutiliser. Et on veut vraiment déconstruire 90% de ces ressources-là. Alors comment on le fait ? On parlait d'insertion tout à l'heure, et ce qui est génial, c'est que grâce à ces communications, grâce à toutes ces différentes réunions qu'on a eues en amont, on a 2 spécialistes à Besançon sur la réinsertion et qui connaissent très très bien le parc d'entreprises d'insertion. Parce que démolir, on peut se dire on met un lot zéro, démolition, déconstruction. Moi, les boîtes que je connais actuellement, elles peuvent nous le faire. Ça va coûter super cher et ils risquent, ils ont des habitudes les mecs aussi. Ils viennent, ils sont un peu bourrins quoi. Donc quand on a un parquet collé, ils vont pas trop se poser la question. Hein. Ils arrivent au pied de biche et ils arrachent tout quoi. Donc là, on commence à parler d'une deuxième économie. Une économie où on fait intervenir justement des entreprises d'insertion avec peut-être des nouvelles méthodes. Ils vont y passer beaucoup plus de temps. Vous parliez du fait de taxer la main-d'œuvre. Effectivement, c'était hyper parlant là, ce que votre réflexion tout à l'heure. Sur le fait qu'on ne taxe pas le carburant, on va taxer cette main-d'œuvre. Mais là, on a vraiment besoin de cette main-d'œuvre. Alors, ce qui est intéressant dans une entreprise d'insertion, c'est que c'est taxé différemment, parce que c'est de l'insertion. Donc là, on travaille avec Besançon sur le comment, par qui, mais il faut aussi faire attention, parce que si tous les chantiers se passent en déconstruction avec ce nouveau type d'entreprise, bon, déjà ça met du temps à se mettre en route, mais on va entraîner les autres entreprises. Après, ça s'appelle de l'adaptation aussi. On part sur du circulaire, mais là, vous voyez, on est déjà en dehors. Une autre circularité, je dis ça, qui concerne le tissu industriel. Après, effectivement, vous avez parlé de stockage. Nous, là, on est en pleine recherche de zones de stockage. À chaque fois que je me trouve une nouvelle zone de stockage, on me la fait rafler 2 jours après par un autre service ou par quelqu'un d'autre. On a besoin de savoir comment on va préparer tous ces matériaux. Une préparation, c'est un nettoyage, c'est une rénovation, et ça passe aussi par la nécessité de retrouver des PV. Alors si c'est une porte qui a été posée il n'y a pas très longtemps, hyper compliqué de retrouver son PV. Par contre, on arrive tout de suite sur, on a beau avoir la loi ESSOC et puis le texte de 94, on n'arrive pas à réutiliser une porte coupe-feu. Vous avez expérimenté ça. Porte coupe-feu toute neuve, impeccable. À partir du moment où on la déconstruit, on la dépose, on ne peut plus la remettre. Quoi. Bon, c'est 2-3 petites choses qui sont un peu complexes comme ça. Mais justement, on a commencé à travailler en amont avec les bureaux de contrôle. Et on a un bureau de contrôle qu'on a missionné sur juste le fait de réfléchir à l'interprétation des textes sur la loi ESSOC. Bon, voilà, on met tout le monde en marche de partout. Tout ça pour arriver à du, là vous connaissez par cœur, réemploi, réutilisation, recyclage. Et ce qu'on a demandé et ce qu'on a imposé, c'est que 80% de ces 90 déconstruits soient, non pardon, je suis bourré, 20% de ce qu'on a déconstruit soit réutilisé sur site. Et le reste, alors, on externalise. Et on externalise comment? Qu'est-ce qu'on en fait? Si personne n'en veut, vous parliez de vos lits tout à l'heure, vous avez eu de la chance sur les lignes, mais on peut se retrouver avec quand même pas mal de matos sur les bras, et puis ça coûte vite très cher.
Donc là arrive l'expertise justement du groupe de travail TEPOS, et on leur a demandé d'animer des ateliers justement pour faire connaître notre projet et faire connaître notre démarche. On leur a demandé de nous créer une plateforme. Là, on est quand même avec la région, donc on a des appuis, on a des possibilités, et surtout, on a un cheptel de chantier sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc avec la région, on est en train de voir si c'est la région qui prend ça ou si c'est l'ADEME qui nous finance ça. Mais on va faire une forme de bon coin, un mini bon coin, mais en interne avec des matériaux tech. On y rajoute nos fiches cuisine de tout à l'heure, nos fiches méthodes sur rappel de la réglementation, rappel des points à se remémorer quand on fait, par exemple, le premier diagnostic juste de recherche des intentions. Ah, ok, on a un bâtiment, ah ouais, on a beaucoup de bois, on va peut-être se réaliser sur le bois. Et donc il y avait quoi l'autre? Ah oui, et puis nous faire un retour d'expérience. On veut avoir une veille, donc ils vont nous suivre tout au long de ce projet. Et on attend une production de leur part à la fin, avoir un vrai historique. Et on veut connaître l'impact sur l'économie locale, on veut connaître l'impact sur, effectivement, est-ce qu'on a fait au niveau énergétique, quoi. Quelle a été l'influence de ce projet? Alors, on parlait de transport, de matériaux, parlons des bennes tout à l'heure, on parle aussi de la fabrication des matières premières. On va parler aussi du retraitement, de la préparation de nos fenêtres qu'on va déposer. Il y a peut-être du plomb sur une partie. Heureusement, il n'y a pas d'amiante. Etc., etc. Donc voilà, ça c'est notre gouvernance et un peu l'expertise qu'on est en train de mettre en place, en sachant que on a eu un souci, c'était où est-ce qu'on place la véritable expertise économie circulaire, qui est connaître le tissu industriel local, pour savoir à qui on s'adresse, qui va gérer le choix des matériaux, et qui va gérer aussi les méthodes, les méthodes de dépose, déconstruction, nettoyage ou autre. Et on s'est dit, est-ce qu'on garde ça du côté de la maîtrise d'ouvrage, ou est-ce qu'on impose ça au moment du concours? Ce sera un concours hein, sur ce bâtiment, à notre maîtrise d'œuvre. On s'est dit qu'on allait imposer une partie en plus, on vient de voir la présentation de Roland Beckman, oui c'est ça, qui était passionnante sur justement un maître d'œuvre est capable d'avoir cette expertise. Donc ça me conforme dans mon choix. Donc on va confier une partie de cette expertise, demander cette expertise au maître d'œuvre pour gérer la technicité de savoir qu'est-ce qu'on dépose et où on le met. Qu'est-ce qu'on en fait. Par contre, l'expertise du choix des assurances, on va le garder. Et la connaissance globale de l'économie, du tissu économique local en économie circulaire, là, cette expertise, on va la confier au groupe de travail du TEPOS. Ouais, j'espère que j'ai été à peu près clair. Merci, Jardine, pour dire. Et je vais vous parler un peu de notre organisation. Alors, comment on s'est organisé pour cette fin de programmation? On a commencé par un diagnostic matériel. On ne va pas revenir dessus. Vous avez fait un super exposé tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on cherchait. On cherchait à définir l'objet, sa nature, l'état de l'objet, son dimensionnement. On a besoin de croquis cotés là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de connaître son accessibilité? Est-ce qu'on peut aller le chercher facilement ou pas? Est-ce qu'il est démontable facilement, rapidement ou pas? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place des protections? L'exemple type, c'est les fenêtres, quoi. Nous, les fenêtres, il va
forcément falloir qu'on passe par l'extérieur, elles sont trop grandes pour faire un démontage depuis l'intérieur. Une homogénéité, ça hyper utilisé dans le bâtiment, surtout au niveau diagnostic, c'est savoir est-ce qu'il y a une toute petite différence. Est-ce que cette petite différence, elle a une influence sur la durabilité ou sur la stabilité de notre matériau. Et retrouver aussi les normes et les PV et les essais sur ces différents objets. Ça c'est des petits croquis qu'on avait fait au moment du premier diagnostic, pour savoir un peu ce qu'on avait. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas mal de menuiserie, pas mal d'acier et un petit peu de bois et beaucoup de mobilier. On a beaucoup de mobilier dans les amphis. Donc ce diagnostic matériaux, après on va l'intégrer à notre programme, mais après on va aller chercher le projet. Et là on commence à s'adresser au maître d'œuvre. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, on ne va pas s'adresser à n'importe quel maître d'œuvre, on va choisir un maître d'œuvre capable d'intégrer cette économie circulaire. Donc au moment du concours, là c'est intéressant, au moment du concours, on va choisir notre équipe en fonction de déjà son projet. Est-ce que le projet nous plaît? Est-ce qu'il répond à notre premier cahier des charges? Le premier cahier des charges, c'est les besoins, les nombres de salles. Est-ce qu'ils intègrent ça? Il y a bien des amphis, ok, ça c'est on met une croix dans la case. Et après, on lui aura demandé de réemployer, réutiliser ou recycler une partie des matériaux. Est-ce qu'il le fait? Et est-ce que sa méthode a réussi à nous convaincre? Donc voilà, je vous présente déjà le déroulé du concours qui va avoir lieu. Et je pense que cette maîtrise d'œuvre qui répondra à ce projet aura vraiment besoin de s'associer à une boîte capable d'intégrer ce genre de données. Voilà. Bon, après, finalement, il y a du monde là qui peut répondre à ce genre de projet. Et après, ce sera à nous de découvrir et puis d'aller chercher ce tissu économique local pour donner une deuxième vie à ces matériaux. Donc voilà à peu près. Donc en conclusion, je vous l'ai fait un peu plus rapidement quand même, parce que je vois que l'heure passe. À la base, on a quand même un programme. On a cherché une expertise en économie circulaire. Honnêtement, nous, on ne l'avait pas, donc on est allé la chercher ailleurs. On parlait de Bellastock tout à l'heure, ils nous ont beaucoup aidé dans le démarrage de ce chantier-là. Et on s'est créé aussi une expertise en interne, avec tous les différents acteurs et le groupe de travail BPOS. On est en train de la monter, cette expertise. On va la voir. Et on y tient, on n'est pas obligé de tout externaliser en permanence. On avait besoin d'un projet adapté, on a quasiment le projet idéal, parce qu'il y a des contraintes, mais il n'y en a pas trop. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'avoir cette connaissance du tissu industriel local, que ce soit les entreprises d'insertion, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les recycleries, toutes les personnes qui peuvent donner une seconde vie à nos matériaux. Donc voilà, le but, c'était répondre concrètement à un besoin. Le besoin en premier, c'est les étudiants. Mettre des étudiants dans des salles de cours adaptées cette fois-ci, puis confortables. Je ne connais pas la fac, l'école d'archi de Strasbourg, mais je ne sais pas si vous êtes confrontés aux mêmes choses ou pas. C'est quand même hyper important l'endroit où on étudie. Là, on a quand même une fac en plein centre-ville de Besançon, on est en 2019, et les gosses n'ont pas d'endroit où se poser entre eux pour discuter des projets, pour travailler, pour brancher un ordi. Aussi. Non. Donc voilà. Il y a même un baby-foot. Et ils ont un baby-foot. C'est un problème récurrent dans les facultés en France. Ouais, et surtout les facs lettres.
Enfin bref, donc en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de penser chaque étape de façon collective et avec cet état d'esprit d'économie circulaire. Que ça aille de l'utilisateur jusqu'à l'architecte. Et on s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait un point important, c'était de ne pas contraindre tout de suite un avenir sur un bâtiment. Là pour le moment on est en programmation, on a des besoins, mais on n'a pas envie de scléroser tout de suite le projet en parlant d'amphithéâtre en béton ou de caisse, même s'il y a des réglementations de feu. On a envie de permettre au bâtiment d'imaginer dès aujourd'hui la seconde vie. Vous en avez super bien parlé tout à l'heure. Voilà, excusez-moi. Et juste pour parler un petit peu d'enseignement, justement, des choses qu'on va essayer de tirer de cette expérimentation, c'est d'essayer de changer des habitudes, des habitudes quotidiennes, que ce soit nous en tant que maîtrise d'ouvrage, mais aussi des archives, un peu tout le monde. On l'a vite vu avec, hier avec une petite expérimentation chez vous, là, de BIM Game, qui consistait à faire un essai d'aménagement avec du BIM. Donc c'est un outil de communication, le BIM, hein, c'est à peu près tout. Mais on leur a on a parlé, on a commencé à discuter du fait de leur imposer un pourcentage d'économie circulaire. C'est-à-dire, imaginez tous vos projets, quel que soit le projet, même si c'est un projet neuf, imaginez-le avec 10% d'économie circulaire. Pour le moment, on commence à 10%. Et je vous propose de regarder l'exemple de la gestion des marchés publics de la ville d'Oslo. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est du 10%. C'est du 10% sur tous les marchés publics. Il doit avoir un côté économie circulaire ou écolo. Et franchement, ça marche. Et aujourd'hui, ils ont pris l'habitude. Ça devient quelque chose de naturel. Je veux faire tel projet, je veux acheter, j'en reviens à mon papier de toilette de tout à l'heure, et ben, quelle va être ma démarche, quel va être mon pourcentage écolo. Les voitures, le parc de voitures, le parc automobile aussi. Voilà, etc. Bon, je vous ai fait un truc un peu fouillis, mais c'était... voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Pas trop. Non, alors c'est plus une considération presque politique que je voulais partager avec vous, et je voudrais savoir, connaître votre avis. On a vu, en suivant tous les exposés de cet après-midi, que l'économie circulaire, ça impliquait, on va dire, des liens et de recréer des tissus économiques locaux. Ça implique également des thématiques sociales, de réinsertion, etc., d'éducation, vous en avez parlé. On est dans une époque sans autre considération où on assiste un peu à un recul de l'État sur pas mal de sujets. Est-ce que l'économie circulaire, ça ne serait pas un bon moyen d'avoir un retour de la puissance publique comme créateur de liens structurels forts dans les territoires? Alors, ça fait partie des réflexions qu'on a notamment avec l'ADEME et le CEREMA. C'est comment on fait remonter les infos. Et au début, on s'est dit, non, laisse tomber, ça va être trop compliqué, on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à influencer un texte de loi. C'est pas nous qui allons le faire. On part pas du bas pour remonter ce genre d'infos. Et pendant qu'on parlait de ça, il y a chez nous, à Besançon, un gars qui a commencé à faire la microméthanisation. On connaît tous la méthanisation dans une ferme. Là, il nous a fait une microméthanisation. Je crois que c'est 2 mètres sur 2, pas plus. Alors, on peut en mettre n'importe où. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'installer en ville. Pourquoi? Parce qu'une méthanisation, ça reste dangereux. C'est du gaz, hein, on fabrique du gaz. Par contre, on fabrique pas du gaz à haute pression,
et on n'en fabrique pas des quantités astronomiques, ou on va peut-être le réutiliser directement. Ce gars-là, il a dit, non, moi mon projet, je veux qu'il marche, et je vais vous montrer qu'on arrive à avoir une influence. Il a enquiquiné l'ADEME, pour rester poli, et ils sont en train de remonter son projet au niveau ministère de l'écologie, et ils sont en train de réfléchir justement à changer, alors je ne sais plus quel texte de loi, mais sur justement l'utilisation d'une méthanisation en centre-ville. Et donc nous on a appris ça, et on s'est rendu compte que, bah merde, si ce petit gars-là qui fait sa méthanisation dans son coin y arrive, pourquoi pas nous, quoi. En plus, on a quand même 2-3 leviers. On a un recteur, on a un président d'université, on a quand même pas mal de monde, quoi, qui peut nous aider à remonter ce type d'infos. J'ai répondu à ta question. Ouais. Autre question. À Strasbourg, ça va être compliqué d'ouvrir une usine de microméthanisation en centre-ville le 11 décembre. Demain. Oui, après, why not, faut tenter. Et vous avez beaucoup de choucroute, on peut faire des trucs. Mais pour l'anecdote, effectivement, du côté Krauter-Gersheim, il y a une STEP, station d'épuration, qui en partie fabrique du méthane avec les jus de choucroute. D'accord. Ouais, tout à fait. C'est assez pionnier dans le secteur, et c'est un bon débouché pour les jus de choucroute qui avant étaient conduits dans les champs et qui polluaient la nappe phréatique. Strasbourg a eu le premier biodéconditionneur de France. Il a été ouvert le 15 juin 2010 et du coup on récupère 24 000 tonnes de biodéchets par an. Vous avez évoqué un point, c'est par rapport à M. Albissard. En fait, c'est vrai que la réflexion est intéressante sur l'équilibre en la balance entre la taxation de l'énergie et la taxation de la main-d'œuvre. Ouais. Parce que là, on se rend compte qu'effectivement, il y a aussi de l'innovation dans ce sens-là. Est-ce que, à votre connaissance, il y a un groupe d'influence qui fait remonter ce genre de problématiques vers les ministères? Autre sujet, est-ce que vous intégrez systématiquement maintenant dans votre projet, ou en tout cas dans celui-là, une compétence d'économe de flux? Alors, je ne sais pas si ça dit exactement comme ça, mais genre d'économe de flux, pour vous aider à réfléchir au niveau de la maîtrise d'œuvre. Et il me semble, au vu des exposés de cet après-midi, qu'il y a quand même un très très gros absent en fait de l'économie circulaire. C'est tous les produits électriques à haute valeur ajoutée qui sont bourrés d'électronique. Peut-être que leur évolution est trop rapide et qu'elle ne s'inscrit pas dans un cycle de vie de réutilisation. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors je vais commencer par la dernière question. Alors au niveau, parce que c'est pas le seul chantier qu'on a, et on est en train de travailler en même temps avec l'université sur les routeurs universitaires. On a un bâtiment qui est disponible, on va essayer de faire une sorte de cluster informatique dans ce bâtiment. Et on a eu un premier projet où on n'avait que du matos neuf, on avait plein de belles clims de partout, une toiture traditionnelle, c'était super beau, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on a arrêté le projet et on est allé voir ailleurs ce qui se faisait. Et dans la plupart des grands groupes de fournisseurs d'accès ou de fournisseurs d'hébergeurs internet, type OVH, vous pouvez aller regarder sur leur site, bon, c'est un bon truc, hein. Ils n'utilisent plus de climatiseurs. Ils vont utiliser d'autres méthodes, les flux montants, les flux d'air. L'air chaud monte. Bon, ben on va se servir de ça. Et on peut se servir aussi des phénomènes d'évaporation ou autres. Mais il y a autre chose. On a besoin de stockage. On peut l'avoir sur un petit disque dur hyper puissant. Et si ça se trouve, en ayant à peine plus de place, en mettant un peu plus de disques, et ben on commence à réutiliser des anciens disques. Et on peut aussi se donner des nouvelles normes de fonctionnement. C'est au lieu d'acheter du matériel qui est hyper pointu et qui fonctionne uniquement à 32 degrés, on va peut-être commencer à chercher du matos qui va fonctionner entre 10 et 50 degrés.
Et d'un seul coup, on se débarrasse des clims, on réutilise du matériel informatique, et votre question, elle est hyper pertinente, et on est en plein dedans. Par contre, oui, il y a du taf pour réussir avec un bureau d'études fluide ou un bureau d'études ELEC, commencer à leur donner ces habitudes, de nous proposer aussi la réutilisation de matos, c'est pas simple. Après, au niveau fluide on s'est contenté de se dire on va vers on va cibler, on prend la RT 2015 ou la 2020 et on va se prendre 2-3 cibles là-dessus. En fait, on n'a pas vraiment réfléchi à la problématique. Après, ce qui est compliqué, on est sur un bâtiment historique, on ne peut pas faire d'ITE, les doublages sont un peu compliqués, le bâtiment est très étroit, mais on a quand même des possibilités. Et on parlait de communication, dès le début du projet, avec mon chef, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir besoin d'avoir au moins l'aval de l'architecte des bâtiments de France, on allait l'avoir directement, puis on lui a demandé donnez-nous les limites, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut, moi je lui ai demandé directement, est-ce on démonte un des murs, vous avez toute la partie historique qui donne sur le centre-ville, elle est classée, c'est clair net, on ne va pas la toucher. Mais derrière, c'est pas classé, je peux casser je peux pas tout casser, au moins rouvrir les fenêtres, trouver une autre façon d'éclairer notre bâtiment. On démolit un tout petit bâtiment derrière, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux envisager une toiture terrasse? Est-ce que je peux envisager du panneau solaire pour commencer à chauffer mon bâtiment à côté? Et on a pris des choses hyper en amont et elle nous a dit banco, allez-y. Elle nous a suivis. Parce qu'on est allé la voir, parce qu'on a discuté avec cette personne. On ne lui a pas imposé un projet. Il n'est pas arrivé en disant, voilà, on va vous mettre des panneaux. La discussion est hyper importante. Vous l'aurez sur tous vos projets d'archi. Si vous allez à la confrontation, service urbanisme, ça va clasher directement. Je disais, vous verrez ça quand ce sera vraiment le projet qui sera présenté. Parce que c'est toujours un risque. À Strasbourg, il ne faut pas qu'on se plaigne, on a des très bons ABF depuis quelques années qui sont très. Il y a une nouvelle génération d'ABF en fait. Avec qui on arrive à travailler. Il y a 30 ans, c'était presque impossible d'avoir un dialogue avec les architectes de bâtiments de France. Aujourd'hui, Chaillot fait un très bon boulot en tant qu'école, on a des gens vraiment ouverts. Je pense que tous ceux qui ici fréquentent les architectes des bâtiments de France se rendent compte à quel point. Parce que c'est pas évident effectivement d'intégrer du solaire sur un bâtiment splendide. Un bâtiment historique, oui. Ça peut même être très très moche sans être un architecte des bâtiments de France, on peut très bien trouver ça. Voilà, la question c'est à quel moment on va, par exemple, comme en diététique, arrive un moment quand le truc est mauvais, mais il est bon en diététique, enfin d'ailleurs est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas choisir ce qui est plutôt bon au niveau du plaisir? C'est pareil en architecture, c'est-à-dire que moi j'avais quand même une limite. Enfin, je pense qu'il ne faut jamais tirer sur l'ambulance et faire tous les essais possibles liés à l'écologie. Il faut faire des conneries écologiques plutôt que de faire des conneries habituelles, ça c'est politique. Mais arrive un moment, quand on a une belle vue au nord, on met les grandes fenêtres au nord, quel que soit ce que raconte le thermicien. Et puis on va mettre un triple vitrage, ou alors on supportera 1 degré de moins ou 5 € de plus par an pour avoir la belle vue sur le beau paysage au nord. Donc, c'est toujours, il y a aussi, en plus, non seulement il y a la question qui avait été évoquée tout à l'heure par Cécilia, on ne sait jamais sur quel pied danser, en fait, parce que souvent on fait un bilan, alors quand on intègre une nouvelle contrainte, on se rend compte que c'était l'inverse. Par exemple, la fibre de bois, que j'aime beaucoup utiliser, Pavatex ou Butex, les fibres de bois comprimées, qu'on met en parement, ont la même énergie grise que le polyuréthane. Alors là on se dit merde, ça fait des années que j'en ai mis, sauf que c'est renouvelable, alors que le pétrole ne l'est pas. C'est renouvelable, sauf que c'est bourré de colle. Comment? C'est le problème sur ces. Non, le Pavatex c'est chauffé et c'est l'amidon naturel du bois qui crée. Par contre, il y a 1% de paraffine quand c'est en parapluie. Mais non, mais c'est juste pour dire que souvent, le truc écologique, c'est toujours au cas par cas, ça a aussi été dit, c'est toujours ici et maintenant, il faut toujours réfléchir, parce que c'est pour ça que ça met tellement de temps à s'intégrer dans une humanité dont la paresse n'est pas des péchés capitaux. Forcément, réfléchir tout le temps en permanence, pas faire du copier-coller, c'est difficile. Mais je pense qu'après, moi, en tant qu'architecte, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a le principe du plaisir, sinon il y a l'humanisme, mais il y a surtout le plaisir. Et parfois, il faut sacrifier un truc écologique pour le simple plaisir, parce que sinon, on ne vient pas à quoi ça sert de
voyez, moi, j'ai pas mangé de la poudre de protéines, je sais pas quoi, comme nourriture. Parce que la cuisine, c'est aussi une création du génie humain. Alors ça, on l'a eu un moment de réflexion en allant visiter le Supélec à côté en dessous de Paris, là, super beau bâtiment, sur le choix du matériel. Le choix a été fait à Supélec de mettre 20% de plus sur l'investissement du mobilier et en choisissant des super beaux trucs. Là, on part sur l'esthétique. Pourquoi on a choisi de mettre par exemple une belle lampe de tel ou tel designer? Elle nous coûte 20% de plus, mais par contre, elle va être vue différemment par les étudiants et aussi par les profs, et elle va pas être... On va pas la péter, quoi. On va pas avoir envie, on va pas passer à côté sans la voir. Elle va s'intégrer dans le paysage, et elle va être appréciée. Vous parliez d'apprécier, et je pense que si on apprécie notre mobilier, on va moins le dégrader. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour un mur, c'est pareil pour un bâtiment, c'est pareil pour un amphi. Là, on est bien, on n'a pas envie de mettre des coups de couteau dans les fauteuils ou de graver notre nom sur la table. Alors, on est quand même sur un... Même si de temps en temps c'est joli, mais non, voilà, on n'a pas envie de le faire juste parce qu'on nous a donné l'envie de respecter un endroit dans lequel on est. C'est parce que en fait, on a souvent tendance à réfléchir à l'échelle d'un bâtiment. Et moi j'ai mon chef de service qui dit systématiquement le mieux l'ennemi du bien. Et je trouve que c'est une remarque assez pertinente parce que pour représenter un maître d'ouvrage local, nous on apprécie les choses maintenant d'une manière assez différente. Par exemple pour la mise en place du plan climat énergie territoriale et pour le plan de développement de la biodiversité. En fait on n'appréhende plus la réflexion au niveau du bâtiment ou d'un équipement, mais on l'appréhende au niveau du territoire. Le plan climat territorial, il y a un inventaire complet qui a été fait sur les 1500 bâtiments de l'Eurométropole. Et en fait, on a ciblé une vingtaine d'équipements extrêmement énergivores sur lesquels un investissement massif est nécessaire. Et c'est souvent, en fait, nous, dans nos relations avec les architectes, la difficulté est souvent là. C'est-à-dire que les architectes réfléchissent beaucoup au niveau d'un bâtiment, veulent effectivement faire le mieux. Ils sont confrontés à un moment assez rapidement aux limites budgétaires du maître d'ouvrage, qui leur impose en fait de modifier un certain nombre de projets ou de faire un peu cheap là où l'architecte peut faire mieux. Et je pense que cette réflexion globale, elle sert aussi menée au niveau du réemploi et de l'économie circulaire. Ce qui veut aussi dire que en fait il y a une règle de base qui est assez simple, c'est on essaye de viser les 20% de bâtiments ou les 20% d'aménagement ou les 20% de situations où on obtient presque 80-90% de rendement, si je peux m'exprimer comme ça. L'Eurométropole, par exemple, va investir 80 millions d'euros dans la rénovation du centre administratif à la place de l'Étoile et la rénovation énergétique et thermique, parce que c'est le bâtiment qui aujourd'hui, sur son domaine, consomme a le plus de déperdition d'énergie. C'est aussi emblématique, c'est politique, mais c'est aussi donner un signal fort. Mais ce bâtiment-là, une fois qu'il aura été traité, en fait, va significativement impacter sur le plan climat territorial. Ce serait intéressant que vous puissiez faire une petite matériauthèque aussi, parce que je pense que ce type de bâtiment, on arrive à ressortir beaucoup de choses, ça peut intéresser les archis et puis les autres maîtres d'œuvre, les ouvrages. Mais pour revenir sur votre première réflexion, c'est la position de l'expertise. Effectivement, l'expertise, connaître, justement réseauter, connaître le reste des chantiers, puis le reste des intervenants, c'est hyper important. Et c'est vrai que pour le moment, moi j'ai du mal à savoir où je pose cette expertise. Est-ce qu'elle reste chez nous? Est-ce qu'elle est dans le groupe de réflexion? Est-ce qu'elle est chez le maître d'œuvre? J'ai du mal à me positionner. C'est un peu complexe.